Ma belle-mère a piqué une crise de nerfs, tout simplement parce que je refusais de lui donner l'argent, issu de la vente de mon appartement. Mon mari a pris la défense de sa petite maman, et il m'a fracturé le bras. À peine 15 minutes plus tard, ils regrettaient tous les deux, amèrement, d'être venus au monde. Mais avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous, et bonne écoute. Valérie ne s'était jamais attendue à ce qu'un lundi matin, un matin de novembre, vienne bouleverser sa vie de manière aussi radicale. La sonnerie de la porte a retenti à cette heure précise, au moment même où elle préparait le petit déjeuner de son mari, juste avant qu'il ne parte pour son chantier. Derrière la porte se tenait un notaire, maître Michel Vasseur. C'était un homme d'un certain âge, vêtu d'un costume noir très strict, qui tenait entre ses mains une vieille mallette en cuir usé. Valérie a ouvert la porte, tout en s'essuyant les mains avec un torchon de cuisine. Les cheveux gris du notaire étaient soigneusement peignés en arrière, et ses yeux gris scrutaient, avec beaucoup d'attention, la femme qui se tenait devant lui. « Vous êtes bien Madame Valérie Cresson ?» a-t-il demandé, d'un ton très officiel. Elle a hoché la tête, sentant peu à peu, au fond d'elle-même, une angoisse commencer à monter. Les visites de notaire apportent, en général, rarement de bonnes nouvelles. Je me présente à vous concernant la succession de votre tante, Elisabeth. Elle est malheureusement décédée, il y a de cela 3 jours. Valérie est restée figée, sur place. Tante Babette était la petite sœur de son défunt père, une femme à la fois mystérieuse et farouchement indépendante. Elle ne se voyait qu'une fois par an, tout au plus, généralement lors des grandes fêtes de famille, et encore, ce n'était qu'en coup de vent. La tante préférait toujours rester à l'écart, elle fuyait les réunions de famille, et elle ne racontait absolument jamais le moindre détail de sa vie privée. Le notaire a sorti de sa mallette des documents officiels, et il les a tendus à Valérie. Conformément au testament, qui a été rédigé il y a 2 ans, vous êtes désignée comme l'unique héritière d'un appartement de 4 pièces, situé rue de Rivoli, ainsi que d'un compte bancaire, contenant la somme de 80 000 euros. Valérie a senti ses jambes se dérober, sous le poids de la nouvelle. Un appartement dans la rue de Rivoli, cela signifiait un bien immobilier, dont la valeur s'élevait à au moins 2 millions d'euros. Mais comment est-ce possible? Pourquoi m'avoir choisi, moi, a-t-elle murmuré, incrédule. Le notaire a ouvert le testament, et il en a lu le passage concerné. Je lègue l'ensemble de mes biens à ma nièce, Valérie Cresson, puisqu'elle est la seule de mes proches, à avoir su conserver sa dignité humaine, et à ne jamais avoir essayé de me soutirer de l'argent. Fait en bon usage, ma nièce. Ces tout derniers mots ont résonné, dans son esprit, comme un véritable serment. C'était un ultime conseil de la part d'une femme qui, de toute évidence, en savait beaucoup plus sur Valérie, que ce que cette dernière ne l'avait jamais imaginé. Depuis la cuisine, la voix de son mari, Olivier, s'est fait entendre. « Valérie, c'est qui à la porte ? Le petit déjeuner est en train de refroidir. » Valérie a rapidement signé tous les documents nécessaires, puis elle a raccompagné le notaire. Lorsqu'elle est retournée dans la cuisine, Olivier était assis à la table, en train de mâchonner un sandwich, tout en faisant défiler les actualités sur son téléphone portable. C'était un homme robuste, âgé de 38 ans, avec une barbe de 3 jours qui commençait à grisonner, et les mains calleuses d'un ouvrier du bâtiment. « Qui est venu nous déranger ?» a-t-il demandé, sans même lever les yeux de son écran. C'était un notaire. Tante Babette est décédée, et elle m'a laissé un héritage. Olivier s'est étouffé avec son café, et il a brusquement relevé la tête. Ses yeux marrons se sont illuminés, trahissant un intérêt qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Quel genre d'héritage? Un appartement, rue de Rivoli, ainsi qu'une somme de 80 000 euros sur un compte. Olivier a lentement posé son téléphone, et il a fixé sa femme avec insistance. Son visage reflétait une excitation bien difficile à cacher, exactement comme s'il venait, à l'instant, de remporter le gros lot à la loterie. Sérieusement? Rue de Rivoli? Mais ça vaut des millions, ça. Valérie a hoché la tête, ne réalisant toujours pas, pleinement, ce qui était en train de se passer. Elle n'était qu'une simple vendeuse, dans un petit magasin de cosmétiques.
Elle vivait modestement, et elle s'efforçait d'économiser le moindre centime. Cette richesse soudaine, tombée du ciel, lui paraissait complètement irréelle. Olivier a bondi de sa chaise, il a pris sa femme dans ses bras, la soulevant de terre, et il l'a fait tournoyer au milieu de la cuisine. « Nous sommes riches. Nous sommes enfin riches, cria-t-il, en éclatant de rire. Cependant, la joie de Valérie était assombrie, par un vague sentiment d'inquiétude. Quelque chose, dans la réaction excessive de son mari, la mettait mal à l'aise. Il avait commencé, beaucoup trop vite, à planifier la dépense d'un argent, qu'il n'avait même pas encore entre les mains. Le soir même, sa belle-mère, Thérèse, est venue leur rendre visite à la maison. C'était une femme imposante de 57 ans, une ancienne chef comptable dans une grande entreprise, qui avait toujours eu l'habitude de tout diriger, et de tout contrôler. Elle a fait son apparition avec 2 gros sacs de courses, affichant l'air solennel d'une personne, venue spécialement pour discuter d'affaires de la plus haute importance. Olivier m'a parlé de l'héritage, a-t-elle annoncé d'emblée, sans même prendre la peine de saluer correctement sa belle-fille. Il va falloir tout régler au plus vite, et vendre ce bien immédiatement, avant que les prix de l'immobilier ne s'effondrent. Valérie a ressenti une pointe d'agacement, en entendant sa belle-mère parler de son héritage, comme s'il s'agissait d'un vulgaire patrimoine familial, mais elle a préféré garder le silence. Thérèse s'est installée, très confortablement, dans le fauteuil du salon, et elle a commencé à exposer ses grands projets. Je me suis déjà renseignée, par le biais de quelques connaissances dans l'immobilier. Un appartement rue de Rivoli, situé dans ce quartier prestigieux, peut facilement se négocier. Entre 2 et 2,5 millions d'euros. Si l'on y ajoute les 80 000 € sur le compte, cela nous fait, au bas mot, plus de 2,5 millions d'euros nets dans la poche. Olivier hochait la tête avec beaucoup d'enthousiasme, tandis que Valérie, elle, restait silencieuse, observant toute la scène de l'extérieur. Son propre héritage était débattu, en long et en large, sans la moindre de ses interventions, exactement comme si elle n'était qu'une personne de trop, dans cette discussion. Et qu'en est-il des impôts sur la succession, a demandé la belle-mère, d'un ton très pragmatique. Oh, ne t'en fais pas pour les impôts, a répondu Olivier, en balayant l'idée d'un geste de la main. Elle est l'héritière directe, c'est sa nièce. Ça ne représentera que des broutilles. Thérèse a sorti, de son grand sac à main, un carnet de notes et un stylo. Elle était visiblement prête, et bien déterminée, à s'attaquer aux choses sérieuses. Alors, voilà le plan. Nous vendons l'appartement le plus rapidement possible, pendant que la demande est encore forte. Avec cet argent, nous achetons un bel appartement de 3 pièces, dans un programme neuf en banlieue. Ce sera beaucoup moins cher, et nous pourrons investir, intelligemment, le reste de la somme. Et dans quoi pourrait-on bien investir, a demandé Olivier, soudainement très intéressé. Je connais un certain Victor, un ami de longue date. Il travaille dans le secteur de la construction, et il promet des rendements allant jusqu'à 30% par an. C'est quelqu'un de très fiable, je le connais depuis plus de 20 ans. Valérie, n'en pouvant plus d'entendre cela, a fini par craquer. Je vous demande pardon, mais il s'agit de mon héritage personnel. Et pour l'instant, je n'ai absolument pas l'intention de vendre quoi que ce soit. Sa belle-mère l'a regardé avec une surprise non dissimulée, comme on regarderait un enfant, qui oserait prendre la parole, de manière inopportune, en plein milieu d'une conversation sérieuse entre adultes. Ma petite Valérie, tu ne saisis pas bien l'enjeu. L'immobilier, il faut le liquider très vite, avant que le marché ne s'écroule totalement. Et l'argent, ça doit travailler en permanence, ça ne doit surtout pas dormir sur un compte, comme un poids mort. Maman a tout à fait raison, a renchéri Olivier, pour soutenir sa mère. Ce sera tellement mieux pour nous tous. Nous achèterons un nouvel appartement flambant neuf, et nous gagnerons beaucoup d'argent, grâce à ces investissements. Valérie a de nouveau senti, monter en elle, une profonde irritation. Ils ne s'étaient même pas donné la peine de lui demander son avis, ils avaient tout simplement décidé, de tout, à sa place. Je vais y réfléchir, a-t-elle finalement répondu, d'un ton sec et bref. Thérèse a pincé les lèvres, visiblement très mécontente d'une telle réponse.
Qu'y a-t-il à réfléchir, au juste? Le temps, c'est de l'argent. Chaque jour que tu laisses passer, c'est un manque à gagner, pour la famille. Après le départ de sa belle-mère, Olivier a continué, pendant un long moment, à essayer de persuader sa femme de vendre. Il lui brossait un tableau idyllique de leur future vie, pleine de richesses. Il planifiait déjà leurs futurs achats, et leur voyage à travers le monde. Valérie se contentait d'écouter et de hocher la tête, mais sa voix intérieure, elle, lui soufflait de ne surtout pas se précipiter. Dès le lendemain, elle s'est rendue sur place, pour visiter l'appartement dont elle venait d'hériter. Ce spacieux logement, situé au 7e étage d'un bel immeuble haussmannien, s'est révélé être un véritable trésor. Les plafonds étaient hauts, les sols étaient recouverts de parquets massifs, et d'immenses fenêtres offraient une vue dégagée, sur une cour intérieure plantée de tilleuls centenaires. Tout y était rangé avec soin, et décoré avec énormément de goût. Tante Babette aimait visiblement beaucoup cet endroit, et elle y avait mis toute son âme. Valérie parcourait lentement les différentes pièces, prenant le temps d'observer les photographies accrochées au mur, les livres alignés sur les étagères, ainsi que les petits bibelots et les souvenirs de voyage. Chaque objet racontait, à sa manière, l'histoire de la vie de cette femme. Valérie découvrait ainsi que sa tante avait beaucoup voyagé, qu'elle était passionnée d'art, et qu'elle avait mené une existence aussi riche, que fascinante. Sur le bureau, dans le petit cabinet de travail, reposait une pile de lettres et de documents divers. Valérie a alors décidé de trier les papiers de sa tante, afin de pouvoir clore définitivement ses affaires. En fouillant parmi les factures et la correspondance professionnelle, elle a fini par tomber, par hasard, sur plusieurs lettres envoyées par d'autres membres de la famille. En les lisant, avec attention, Valérie comprenait de mieux en mieux pourquoi tante Babette avait choisi de lui léguer, à elle seule, cet appartement. Un de ses cousins lui écrivait de longues lettres larmoyantes, pour se plaindre de ses graves problèmes financiers, tout en suggérant, de façon à peine voilée, qu'il aurait bien besoin d'aide. Une autre de ses nièces n'hésitait pas, quant à elle, à réclamer ouvertement de l'argent, pour financer le mariage de sa fille. Enfin, un troisième parent lui avait même proposé, sans aucune gêne, de la placer dans une maison de retraite. Il suggérait de vendre l'appartement, et de partager ensuite l'argent, de manière équitable, entre tous les membres de la famille. Valérie reposait ses lettres, les unes après les autres, avec un profond sentiment de dégoût. Elle saisissait, à présent, la véritable raison pour laquelle sa tante fuyait systématiquement les repas de famille, et préférait rester isolée. Aux yeux de ses proches, elle n'était, ni plus ni moins, qu'une simple source de revenus. La toute dernière lettre du tas provenait, à sa grande surprise, de sa propre belle-mère. Elle avait été rédigée à peine 6 mois plus tôt. Thérèse s'y présentait officiellement comme la mère du gendre, et elle y décrivait, en détail, les difficultés financières du jeune couple. Bien entendu, elle laissait délicatement entendre, à la fin, qu'un petit coup de pouce financier serait le bienvenu. Valérie a soudain eu des sueurs froides. Il s'avérait donc que sa belle-mère connaissait, depuis bien longtemps, l'existence de tante Babette. Pire encore, elle avait déjà tenté de lui soutirer de l'argent, dans son dos, et sans jamais en informer Valérie. Elle a replacé, soigneusement, les lettres dans la pile, et elle s'est perdue dans ses pensées. Les mots écrits dans le testament prenaient, soudainement, une toute nouvelle dimension. Fais en bon usage, ma nièce. Il était fort probable que la tante ait prévu, avec lucidité, qu'une féroce bataille pour l'héritage éclaterait après sa mort, et qu'elle ait voulu, par ces mots, avertir Valérie. Une semaine tout juste après avoir officiellement reçu son héritage, un événement inattendu s'est produit. Cet événement a fini par clarifier, une bonne fois pour toutes, la situation globale. Valérie s'était rendue à son agence bancaire, afin d'y finaliser les démarches, liées au compte hérité. La guichetière, une jeune femme arborant un sourire très professionnel, était en train de traiter le dossier, quand soudain, l'expression de son visage s'est assombrie. « Je suis vraiment navrée, madame, mais nous rencontrons un problème », a-t-elle annoncé, avec beaucoup de prudence. « Un problème ? De quel ordre ?» a demandé Valérie. « Votre mari, monsieur Olivier Cresson, est actuellement enregistré comme coemprunteur, sur un crédit qui se trouve être en situation d'impayé.
De ce fait, la banque est tout à fait en droit de faire saisir l'ensemble des biens que vous avez acquis en commun. Valérie a eu la sensation terrifiante que le sol se dérobait sous ses pieds. Quel crédit! Mais enfin, je ne suis pas du tout au courant d'une telle histoire de crédit. La guichetière l'a regardé, avec beaucoup de compassion. Il s'agit d'un crédit à la consommation, d'un montant de 80 000 €. Il a été souscrit il y a environ 3 mois. Les échéances sont impayées depuis maintenant 2 mois. Dès demain, nous serons dans l'obligation de transmettre votre dossier au service de recouvrement des créances. Valérie a immédiatement exigé d'obtenir une copie intégrale de tous les documents liés à ce prêt. Le constat était accablant. Il s'est avéré qu'Olivier avait contracté ce prêt, en l'inscrivant délibérément comme co-emprunteuse, et ce, en imitant frauduleusement sa signature. D'un point de vue purement légal, la banque était donc parfaitement en droit de lui réclamer, à elle, le remboursement de cette dette, en sa qualité de débitrice solidaire. Elle est rentrée chez elle, bouillonnante d'une rage froide et maîtrisée. Olivier était avachi dans le salon, il regardait tranquillement la télévision, tout en sirotant une bière. Lorsqu'il a aperçu sa femme, il s'est levé du canapé, avec un grand sourire aux lèvres. « Alors, tu as pu tout régler à la banque ? » Olivier, qu'est-ce que c'est que ça, au juste ? Valérie lui a tendu, sans dire un mot de plus, les copies du contrat de crédit. Le visage de son mari a commencé à se transformer. Il est passé, en l'espace de quelques secondes, par plusieurs stades distincts, d'abord la surprise totale, puis la prise de conscience, ensuite la peur, et, pour finir, l'attitude coupable de celui qui s'est fait attraper. « Valérie, je t'assure que je peux tout expliquer. » « Je t'écoute. Explique-toi. » Olivier s'est laissé retomber lourdement sur le canapé, et il s'est frotté le visage avec les 2 mains, d'un air abattu. « C'est ma mère. Elle m'a longuement parlé de ses investissements. Son ami, ce Victor, nous avait promis de doubler notre mise de départ, en l'espace de 6 mois. Je me suis dit qu'on pourrait rembourser le crédit très rapidement, et qu'on se ferait un beau bénéfice au passage. Et où est cet argent, maintenant ? Victor m'a dit qu'il fallait encore patienter un peu. Le marché actuel est assez instable, selon lui, mais il m'a assuré que le projet finirait, obligatoirement, par être rentable. Valérie s'est assise très lentement, juste en face de son mari. Le tableau d'ensemble devenait limpide. Sa belle-mère s'était trouvé un pigeon idéal pour financer ses arnaques financières. Et pour l'appâter, elle avait utilisé la promesse, toujours alléchante, de gains importants et rapides. Olivier, qui ne comprenait de toute façon pas grand-chose à l'économie, avait aveuglément cru sa mère, et il s'était, par conséquent, lourdement endetté. « Combien d'argent avez-vous déjà perdu, dans cette histoire ? » « On n'a rien perdu du tout, on a investi, » a tenté de protester Olivier. Mais, face au regard perçant de sa femme, il a fini par baisser les bras, et par capituler. 80 000 €. Et qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Écoute-moi, Valérie. L'avantage, c'est que maintenant, nous possédons un appartement. On le met en vente, on rembourse la banque, et il nous restera encore beaucoup d'argent pour nous. Valérie a soudain compris que c'était précisément là, le véritable plan de sa belle-mère, et ce, depuis le tout début. L'héritage providentiel était perçu comme le moyen idéal, pour effacer les pertes colossales de leurs investissements désastreux. Non, a-t-elle déclaré, d'une voix ferme et sans appel. Comment ça, non ? Je refuse catégoriquement de vendre mon appartement, pour éponger tes dettes personnelles. Mais enfin, Valérie, nous sommes une famille, après tout. Mes problèmes sont aussi tes problèmes, n'est-ce pas ? Tes problèmes ne sont devenus les miens, que par la seule et unique raison, que tu as usurpé mon identité, et falsifié ma signature. Olivier a tenté de lui prendre les mains pour l'amadouer, mais elle a reculé, en se dégageant de son emprise. Je vais me rattraper, je t'en donne ma parole d'honneur. Il n'y aura plus jamais de nouvel investissement, sans ton accord explicite. Valérie observait son mari en silence, et elle réalisait, avec une profonde amertume, qu'elle le voyait enfin tel qu'il était réellement.
Un homme faible de caractère, entièrement soumis à l'influence toxique d'une mère autoritaire. Un homme prêt à la tromper, et à mentir, dans le seul but de s'enrichir rapidement. Un homme capable d'imiter la signature de sa propre femme, pour s'endetter, sans même avoir eu la décence de l'en avertir. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, a-t-elle finalement lâché. Au cours des jours qui ont suivi, l'atmosphère, à la maison, est devenue particulièrement lourde et tendue. Olivier marchait sur des œufs, prenant un air coupable en permanence. Il ramenait constamment la conversation sur la vente de l'appartement, et il promettait, jurait même, de s'améliorer pour qu'il puisse commencer une nouvelle vie, sur de meilleures bases. Thérèse, la belle-mère, venait leur rendre visite quotidiennement. Elle apportait, à chaque fois, de nouveaux arguments soi-disant infaillibles, pour justifier la vente rapide et indispensable du bien immobilier. Ma petite Valérie, tu dois bien comprendre qu'Olivier est mon fils unique. Je ne peux tout simplement pas laisser faire les choses, et risquer de le voir finir en prison, pour de simples histoires de dettes. Il ne risque pas la prison, rassurez-vous. C'est une affaire strictement civile, a répondu Valérie, avec froideur. Oui, mais sa réputation en souffrira terriblement. Il est chef de chantier, tu le sais bien. Dans son milieu professionnel, il a absolument besoin qu'on lui fasse confiance. Valérie écoutait patiemment tous ces discours, mais elle sentait, grandir en elle, la ferme résolution de ne pas céder face à cette pression constante. Tante Babette avait raison, sur toute la ligne. Il fallait impérativement utiliser cet héritage avec la plus grande sagesse, et ne surtout pas jeter cet argent par les fenêtres, dans le seul but de renflouer les arnaques financières des autres. 2 semaines, jour pour jour, après la découverte du problème lié au crédit, un nouvel événement est venu bouleverser la donne. Un agent immobilier, nommé David, qui lui avait été chaudement recommandé par des amis de confiance, a pris contact avec Valérie. Il s'agissait d'un spécialiste très expérimenté, dont le travail consistait, principalement, à négocier des biens immobiliers de grand luxe, en plein cœur de la capitale. Je gère le dossier d'un client, qui recherche exactement ce type d'appartement depuis de nombreuses années, lui a-t-il annoncé avec enthousiasme, juste après avoir visité la propriété héritée. Il est prêt à vous l'acheter pour la somme de 2 800 000 €. Valérie était stupéfaite. Cette offre dépassait, de près d'un demi-million d'euros, la valeur estimée sur le marché actuel. Comment se fait-il qu'il propose un prix aussi élevé, a-t-elle demandé, incrédule. Mon client est un homme d'affaires prospère, qui a passé toute son enfance dans cet immeuble. Sa famille a habité ici, juste avant la guerre. Ensuite, ils ont malheureusement été expulsés. Il a passé sa vie entière à rêver de pouvoir, un jour, racheter ce lieu. Pour lui, la question financière n'est pas un obstacle. Son seul et unique but, c'est d'obtenir cet appartement-là, et pas un autre. David, l'agent immobilier, a alors présenté à Valérie les documents relatifs à l'acheteur. Il s'agissait d'Yves Bélanger, le richissime propriétaire d'une grande entreprise de BTP. C'était un homme d'affaires, doté d'une réputation absolument irréprochable. Il était prêt à finaliser la transaction en l'espace d'une semaine, et surtout, à payer la totalité de la somme au comptant. En ajoutant les 80 000 € qui se trouvent déjà sur le compte, cela me ferait un total de 2 880 000 €, a calculé mentalement Valérie. C'est, en effet, un très beau pécule pour entamer une nouvelle vie, bien à l'abri des soucis. Valérie a donc pris sa décision. Elle a accepté de conclure la vente, mais en posant une condition non négociable, l'intégralité des fonds devait être versée sur son propre compte bancaire, un compte strictement personnel. Ainsi, elle serait la seule à décider de la manière dont cet argent serait dépensé. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, et qu'elle a annoncé la nouvelle de la vente imminente, la réaction de sa belle famille a été explosive. Olivier jubilait littéralement. Il s'imaginait déjà, débarrassé du poids de ses dettes, prêt à mordre la vie à pleines dents. Thérèse, quant à elle, opinait du chef avec un air de triomphe. Elle calculait déjà, dans un coin de sa tête, les nombreuses opportunités d'investissement, qui allaient bientôt s'offrir à elle. Eh bien, tu vois, tout finit par s'arranger merveilleusement bien, a déclaré sa belle-mère, d'un ton satisfait.
Et dire que tu as osé résister, au début. Il aurait fallu nous écouter, et accepter tout de suite. Valérie est restée silencieuse. Elle les observait se réjouir, sans rien dire. Elle ne leur avait pas encore fait part de sa décision irrévocable, concernant la gestion des fonds. Elle préférait, pour le moment, les laisser profiter de leur joie illusoire. La transaction immobilière s'est déroulée, sans le moindre accroc. L'acheteur s'est révélé être un homme âgé, profondément aimable, qui réalisait effectivement son grand rêve d'enfant, en retrouvant la demeure familiale. Il a serré la main de Valérie, avec une sincère gratitude. Il lui a d'ailleurs promis de prendre le plus grand soin de cet appartement, qui abritait tant de souvenirs de tante Babette. Le jour même, la somme colossale de 2 880 000 € a été créditée, sur le compte personnel de Valérie. C'était un montant qui avait le pouvoir, bien réel, de transformer sa vie du tout au tout. Le soir venu, la famille au grand complet, y compris Thérèse, s'est réunie à la maison. Olivier avait fièrement posé une bouteille de champagne sur la table, pour célébrer cette transaction exceptionnelle. Alors, on fête ça dignement, a-t-il proclamé, d'un ton triomphal. Bien sûr que oui, s'est exclamée sa mère. Ma petite Valérie, tu as pris une excellente décision, en acceptant de vendre. Nous sommes désormais des gens très riches. Valérie a longuement scruté leur visage rayonnant de bonheur. Elle a compris que le moment était enfin venu, de mettre les choses au clair. Je suis très heureuse de vous voir aussi satisfait, mais il y a tout de même un léger problème. Les sourires affichés sur les visages de son mari et de sa belle-mère se sont figés, puis se sont lentement effacés. Quel problème, a demandé Olivier, soudain sur la défensive. La totalité de l'argent a été versée sur mon compte personnel. Il s'agit de mon héritage à moi, et par conséquent, je serai la seule, et l'unique personne, à décider de la façon dont il sera dépensé. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Thérèse a été la première à retrouver l'usage de la parole. Mais voyons, Valérie, nous avions conclu un accord. Olivier a un besoin urgent de rembourser sa dette. Nous n'avons jamais rien conclu du tout. Vous avez élaboré tous ces plans, de votre côté, sans jamais tenir compte de mon avis. Mais nous sommes une famille unie, bon sang, s'est indigné Olivier. Une véritable famille, c'est quand un mari ne s'amuse pas à imiter la signature de son épouse, et qu'il évite de s'endetter lourdement dans son dos, a-t-elle répliqué, sans ciller. L'atmosphère de la pièce est devenue électrique, en une fraction de seconde. Olivier a rougi de honte et de colère. Sa mère a pincé les lèvres, jusqu'à n'en faire qu'une fine ligne de mépris. Ce qui signifie que tu es prête, de sang-froid, à abandonner ton mari en pleine tempête, a demandé Thérèse, d'une voix basse et menaçante. Je n'abandonne personne, je refuse simplement de payer les pots cassés, et de réparer les erreurs monumentales que les autres ont commises. Valérie s'est levée de table, et elle s'est dirigée d'un pas ferme vers la sortie de la cuisine. Je vous invite tous les deux, à réfléchir très sérieusement à votre comportement. De mon côté, je vais prendre le temps de réfléchir à l'avenir de notre couple. Dans son dos, un silence de plomb s'est installé, laissant présager une violente tempête, dans les jours à venir. Le lendemain matin, les hostilités ont débuté par un coup de téléphone, à 6 heures pétantes. Valérie, encore mal réveillée, a décroché le combiné. Elle a immédiatement reconnu la voix suraiguë, et très agitée, de sa belle-mère. Valérie, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai longuement réfléchi à notre petite situation. Il faut absolument que l'on ait une vraie discussion, entre adultes. J'arrive chez toi, dans moins d'1 heure. Sans même attendre une quelconque réponse de la part de sa belle-fille, Thérèse a raccroché brutalement. Valérie a jeté un œil à sa montre, et elle a poussé un long soupir. La journée s'annonçait d'ores et déjà épuisante. Olivier avait déjà quitté la maison pour se rendre au travail, sans même avoir pris la peine de lui dire au revoir. La confrontation de la veille avait, semble-t-il, fait son petit effet sur lui. Valérie s'est préparé un café bien fort. Elle s'est ensuite installée près de la fenêtre, observant le balai matinal dans la cour de l'immeuble. Le gardien, Monsieur Martin, balayait vigoureusement les allées.
Les gens, pressés d'aller travailler, traversaient la cour à pas de course. Les bruits de la ville, qui s'éveillaient peu à peu, parvenaient depuis les immeubles voisins, jusqu'à ses oreilles. À cette heure très précise, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Thérèse se tenait sur le pas de la porte. Elle portait un grand sac en cuir, et elle tenait, fermement coincé sous son bras, une épaisse chemise cartonnée. Son sourire de façade habituel s'était volatilisé. Son visage affichait désormais l'air décidé, d'une femme d'affaires impitoyable. « Entrez, je vous en prie », a lancé Valérie, en s'écartant pour laisser passer sa belle-mère. Thérèse s'est dirigée tout droit vers le salon. Elle a étalé ses documents sur la table basse, puis elle s'est assise majestueusement dans le fauteuil, prenant la pose d'une présidente de conseil d'administration, prête à diriger une réunion cruciale. « Ma petite Valérie, j'ai pris le soin de t'apporter quelque chose, qui, j'en suis sûre, va grandement t'intéresser. » Elle a ouvert sa pochette, pour en extraire plusieurs feuilles de papier, couvertes de sa petite écriture très soignée. Ceci est le calcul détaillé, et précis, de ma contribution personnelle au bien-être de votre foyer, et ce, tout au long de vos 5 dernières années de mariage. Valérie s'est saisie des feuilles, et elle a survolé les lignes d'un regard médusé. Sa belle-mère avait méticuleusement chiffré la valeur de chaque cadeau offert, le coût de chaque déjeuner préparé, et même la valeur marchande de chaque conseil domestique prodigué. Le simple fait d'avoir aidé Olivier à décrocher un emploi avait été converti, sans aucune vergogne, en valeur monétaire. Comme tu peux le constater par toi-même, le total s'élève à près de 20 000 €. Et attention, je ne parle ici que du soutien purement matériel. Je n'ai même pas inclus le soutien psychologique, ni le partage de ma grande expérience de vie. Valérie a très lentement reposé les documents sur la table. Le cynisme absolu de sa belle-mère, et son audace démesurée, la laissaient sans voix. Et qu'est-ce que tout cela est censé signifier, exactement ? Cela signifie, très cher, que je suis dans mon plein droit, lorsque j'exige une compensation équitable. Selon mes propres calculs, la moitié du montant total de ton héritage représenterait une juste marque de reconnaissance, pour l'aide inestimable que je vous ai apportée. La moitié ? Vous plaisantez ? Près d'1,5 million d'euros ? Exactement. Car il ne s'agit pas seulement d'une aide financière. Je t'ai également prodigué de très précieux conseils. Par exemple, c'est moi, et moi seul, qui ai insisté pour que tu vendes ce bien immobilier. Si je n'étais pas intervenu, tu serais sans doute encore en train de tergiverser, à l'heure qu'il est. Valérie a senti une colère sourde, bouillonner dans ses veines. Sa belle-mère osait réclamer la moitié de son héritage, en se basant sur des mérites purement imaginaires, sortis tout droit de son esprit tordu. Écoutez-moi bien, Thérèse, cet héritage m'appartient, à moi et à moi seule. Ma tante a fait rédiger un testament, pour me le léguer à moi, personnellement. Mais enfin, ma fille, tu n'es pas une femme célibataire et sans attache. Tu es mariée à mon fils, par les liens sacrés du mariage. Tu fais partie intégrante de notre famille. Et dans la famille Cresson, il a toujours été de coutume, que les aînés aient un droit de regard absolu, sur toutes les questions financières de grande importance. Sur ces mots, sa belle-mère a sorti un tout nouveau document de sa chemise. C'était l'arbre généalogique de la famille Cresson, qu'elle avait elle-même dessiné, à la main. Regarde donc d'un peu plus près. Regarde la noblesse, et l'ancienneté de notre prestigieux nom de famille. Les Cresson ont toujours été des gens d'honneur. Fiers de leur tradition séculaire. Ma propre belle-mère, paix à son âme, se plaisait à répéter inlassablement, l'argent de la famille appartient, de droit, à toute la famille. Valérie a examiné, avec une certaine ironie, la fameuse généalogie de la famille. Il s'est avéré que la noble et antique lignée des Cresson prenait tout bêtement sa source avec le grand-père d'Olivier, qui n'était autre qu'un modeste serrurier, travaillant dans une usine locale. Aucun fait d'armes, ni aucune tradition remarquable, ne venait illustrer l'histoire de cette famille. C'est absolument fascinant, a commenté Valérie. Mais dites-moi, à quel endroit précis de vos grandes traditions familiales est-il écrit noir sur blanc, que la famille a le droit de faire main basse, sur l'héritage de l'épouse ?
Thérèse apparut très légèrement décontenancée, mais elle s'est très vite reprise en main. Les traditions ne s'écrivent pas toujours sur des bouts de papier, ma fille. Elles se transmettent oralement, de génération en génération. Dans notre famille, ce sont les aînés qui, de tout temps, ont pris les décisions financières les plus lourdes. C'est bien noté. Et qu'en pense Olivier, de toutes vos belles traditions? Mon petit Olivier est entièrement de mon avis, bien entendu. Il est assez intelligent pour comprendre que sa mère ne veut que son bien. Pile à ce moment-là, Olivier est rentré à l'appartement. Il avait le visage creusé par la fatigue, et l'air particulièrement contrarié. En voyant sa mère installée dans le salon, il a lâché un profond soupir de résignation. « Maman, on avait pourtant convenu que c'était moi, et moi seule, qui devais parler avec ma femme, non? Tu es beaucoup trop tendre, mon pauvre Olivier. Avec ce genre de femme, il faut faire preuve de la plus grande fermeté. Sinon, elles finissent, très vite, par te grimper sur la tête. » Olivier s'est assis sur le canapé, tout près de sa femme, et il a cherché à lui prendre la main. « Valérie, écoute-moi s'il te plaît. Maman a tout à fait raison, concernant nos traditions. Dans notre famille, ce sont toujours les plus anciens, qui ont pris les décisions impliquant de grosses sommes d'argent. » Mais de quelle tradition parles-tu donc, Olivier? Ta mère était comptable, ton père était contremaître dans une usine de quartier. Comment pouvez-vous inventer de prétendues traditions aristocratiques, pour gérer une fortune pareille? Thérèse a poussé un petit reniflement, l'air profondément offusqué. Au moins, nous sommes des gens honnêtes, et tout à fait respectables. Contrairement à certaines personnes, qui, dès l'instant où elles voient de gros montants pour la première fois de leur vie, se transforment en grippe sous-aveuglée par l'appât du gain. Valérie sentait clairement que la situation était en train de dégénérer. Sa belle-mère en venait, à présent, aux attaques personnelles. Je n'ai volé l'argent de personne, que ce soit bien clair. Cet héritage me revient de droit, c'est parfaitement légal. Le fait que ce soit légal ne veut pas forcément dire que ce soit juste, ma petite chérie. La notion de justice est beaucoup plus large et nuancée que ça. Olivier s'agitait nerveusement sur son siège. Il cherchait désespérément à trouver un terrain d'entente. Écoute, on pourrait peut-être, tout simplement, allouer une certaine somme à ma mère? Bon, pas forcément la moitié, je te l'accorde, mais au moins, disons, 20% du total. C'est non, a tranché Valérie, avec une fermeté inébranlable. Ah, c'est donc comme ça, s'est écriée Thérèse, en bondissant de son fauteuil comme une furie. Ça veut dire que mes 5 années de dévouement, et de soutien inconditionnel, ne valent absolument rien à tes yeux? Ça veut dire que je ne suis, pour toi, qu'une simple étrangère? Elle a commencé à ramasser ses précieux documents, en forçant quelques sanglots dramatiques, pour la forme. Moi qui pensais sincèrement avoir gagné une fille, je découvre, aujourd'hui, que je n'ai affaire qu'à une étrangère, doublée d'une monstrueuse ingrate. Olivier, visiblement très inquiet, a jeté un regard affolé à sa mère, puis s'est tourné vers sa femme. Valérie, je t'en prie, arrête de faire ta tête de mule. Tu sais très bien que maman nous a énormément aidés. Ta mère nous a aidés, uniquement parce qu'elle ressentait le besoin viscéral, de contrôler les moindres détails de notre vie. Et aujourd'hui, voilà qu'elle vient réclamer un salaire, pour compenser sa propre nature intrusive. Thérèse a fait volte-face, brusquement. Ses yeux lançaient des éclairs de rage pure. Intrusive? Tu oses me traiter de femme intrusive? Olivier, mon chéri, tu entends sur quel ton cette fille se permet de me parler? Valérie, présente immédiatement tes excuses à ma mère. Valérie a fixé son mari, d'un regard lourd et appuyé. Il avait pris parti pour sa mère, machinalement, tel un automate, sans même essayer, une seule seconde, de comprendre la réalité de la situation. Il est hors de question que je m'excuse, pour avoir dit la stricte vérité. C'est bon, j'ai tout compris. Je vois bien qu'ici, je ne suis pas estimée à ma juste valeur, a déclamé la belle-mère, avec une emphase digne d'une grande tragédienne. Viens, mon petit Olivier, partons. Nous n'avons plus rien à faire dans cette maison.
Olivier a lancé un regard complètement perdu à sa femme, mais il s'est tout de même levé, docilement. Il a emboîté le pas à sa mère, en direction de la porte d'entrée. On n'en a pas fini, on en reparlera, a-t-il jeté par-dessus son épaule, en franchissant le seuil. Une fois la porte refermée derrière eux, Valérie est restée longuement assise, dans un silence apaisant. Elle essayait d'assimiler la violence de la scène, qui venait de se jouer. Sa belle-mère avait finalement fait tomber le masque, révélant sa vraie nature, celle d'une femme avide, dévorée par l'appât du gain, qui s'estimait en droit de disposer de l'argent d'autrui. Quant à Olivier, il venait de prouver son absence totale d'indépendance, lui qui obéissait, aveuglément, au moindre caprice maternel. Les jours qui ont suivi se sont écoulés, dans un climat de guerre froide particulièrement pesant. Olivier rentrait très tard le soir, il évitait soigneusement le moindre contact visuel ou verbal, et il s'était installé, de lui-même, sur le canapé du salon pour dormir. Thérèse, fait troublant, n'avait ni appelé au téléphone, ni pointé le bout de son nez. C'était un comportement hautement suspect, de la part d'une personne qui, en temps normal, se faisait un devoir de s'ingérer dans toutes les affaires de famille. Le vendredi soir, Valérie a pris la décision de trier les divers documents liés à la succession et à la vente de l'appartement. Elle a sorti l'ensemble des papiers de son petit coffre-fort, et elle les a étalés sur la table, afin de pouvoir les classer par ordre chronologique, et de les ranger dans un classeur. Parmi le tas de papiers, se trouvaient les fameuses copies du contrat de prêt, qu'elle avait récupérées auprès de l'agence bancaire. En les examinant avec une attention redoublée, Valérie a repéré plusieurs anomalies troublantes. Le certificat de revenu de son mari affichait, par exemple, un salaire mensuel de 7 000 €, alors qu'elle savait pertinemment qu'il ne gagnait pas plus de 4 000 €. De plus, l'attestation de l'employeur était signée par le grand patron d'une entreprise de construction nommée Alpha BTP, alors qu'Olivier était, en réalité, employé par la société Rénov+. Son intuition lui hurlant que quelque chose n'allait pas, Valérie a décidé d'ausculter ces documents, à la loupe. Elle a allumé sa lampe de bureau, et elle a scruté, avec minutie, les tampons officiels et les signatures. En y regardant de plus près, il sautait aux yeux que le cachet de la société, Alpha BTP, n'était qu'une vulgaire impression, réalisée à l'aide d'une imprimante couleur, et non pas l'empreinte d'un véritable tampon encreur. La signature du directeur paraissait, elle aussi, forcée et totalement artificielle. Un frisson glacé a parcouru l'échine de Valérie. Son mari ne s'était pas contenté de souscrire un crédit en cachette. Il avait carrément fabriqué de faux documents, pour réussir à l'obtenir. L'affaire dépassait, de très loin, le cadre de la simple querelle conjugale. On entrait, de plain-pied, dans le domaine de la criminalité pénale. Poussée par l'angoisse, elle a poursuivi l'examen minutieux des liasses de papier, et ce qu'elle a découvert ensuite, était encore plus terrifiant. Au milieu des dossiers, se trouvait une copie de l'estimation immobilière de l'appartement dont elle avait hérité. Cette expertise était datée d'il y a 3 mois, soit bien avant le décès brutal de sa tante. Cela ne laissait aucune place au doute, Olivier avait projeté de se servir de l'appartement comme d'une caution bancaire, avant même que Valérie n'en devienne l'héritière légitime. Mais la découverte la plus macabre de toutes, fut sans conteste le brouillon d'une requête en divorce, rédigée de la propre main d'Olivier. Dans ce document, il exigeait, sans vergogne, la moitié de la valeur de l'appartement. Il qualifiait le bien de patrimoine commun, en prétextant, mensongèrement, qu'il avait lui-même participé financièrement à son entretien, ainsi qu'aux travaux de rénovation. Valérie a relu, 3 fois de suite, les termes de cette requête aberrante. Elle n'en croyait pas ses yeux. Olivier avait, de toute évidence, élaboré un plan visant à divorcer, pour ensuite lui extorquer la moitié de sa fortune. Toute cette comédie grotesque, autour des valeurs de la famille et des traditions sacrées, n'était, en réalité, qu'une première tentative pour lui soutirer l'argent en douceur. S'il avait réussi à la convaincre, il n'aurait même pas eu besoin de recourir au divorce. Mais puisqu'elle s'était montrée intraitable, il avait mis en marche son redoutable plan B. Les mains tremblantes, elle a attrapé son téléphone portable, et elle a composé le numéro de l'avocat, celui-là même qui avait pris en charge la vente de l'appartement. « Bonjour maître, pardonnez-moi de vous déranger.
Pourriez-vous m'indiquer s'il est légalement possible, pour un mari, de faire valoir des droits sur un héritage perçu par sa femme, au cours de leur mariage? Absolument pas, madame, a répondu l'avocat. Les biens reçus en héritage constituent des biens propres, ils n'entrent en aucun cas dans la communauté. Cependant, un époux peut, dans des cas très précis, réclamer une part d'eux. La plus-value de ce bien, à la stricte condition de prouver, de façon incontestable, qu'il a investi son propre argent, ou fourni un travail personnel important, pour l'améliorer. Et dans le cas où ce bien aurait été vendu, immédiatement après la succession? Dans ce cas de figure, il serait théoriquement en droit d'exiger une indemnité, en remboursement de ses frais d'entretien. Mais pour cela, croyez-moi, il lui faudrait fournir à la justice des preuves matérielles extrêmement solides. Valérie a remercié chaleureusement le juriste, puis elle a raccroché. Le puzzle venait enfin de s'assembler, de la manière la plus cruelle qui soit. Olivier, de mèche avec sa mère, avait minutieusement échafaudé un stratagème, pour la dépouiller de son héritage. L'étape numéro 1 consistait à récupérer le magot, en douceur, sous couvert de la solidarité familiale. L'étape numéro 2, la solution de secours, impliquait un divorce, assorti d'une demande d'indemnisation. Ce soir-là, Olivier est rentré à l'appartement beaucoup plus tôt que d'habitude. Il affichait un air très résolu, et même, à y regarder de plus près, une certaine arrogance. Valérie était assise dans le salon, et elle tenait, entre ses mains, la liasse de documents compromettants. « Il faut qu'on ait une discussion », a-t-il lâché, sans aucun préambule. Oui, en effet, il le faut. Olivier s'est installé juste en face de son épouse. Il a croisé ses mains sur ses genoux, prenant l'attitude de quelqu'un qui s'apprête à déclamer, devant un public, un discours qu'il aurait appris par cœur. « Écoute, Valérie. J'ai énormément réfléchi à la situation compliquée que nous traversons, et j'en suis venu à la conclusion que nous sommes dans une impasse. Je suis entièrement d'accord avec toi. La façon dont tu te comportes ces derniers temps me déçoit profondément. Tu es devenu incroyablement cupide et égocentrique. Tu es prête à déclencher une guerre avec ma propre famille, pour de simples histoires d'argent. » Valérie l'écoutait débiter ses phrases, sans l'interrompre. Elle l'étudiait du regard. Il s'exprimait avec une belle assurance, mais elle notait qu'il fuyait soigneusement le contact de ses yeux. « J'ai donc pris ma décision, » a-t-il poursuivi. « Si tu refuses catégoriquement de faire des concessions, et si tes petits sous comptent plus que les liens sacrés du mariage, alors je pense qu'il est préférable, pour nous deux, de nous séparer. »« C'est compris, » a-t-elle répliqué calmement. Olivier s'attendait, de toute évidence, à une réaction théâtrale. Il espérait sans doute des torrents de larmes, des supplications à n'en plus finir, ou des promesses de réparer ses erreurs. L'acquiescement froid et désinvolte de sa femme l'a complètement déstabilisé. « Tu veux dire que tu acceptes le divorce, comme ça? Mais quel autre choix me laisses-tu, au juste? Dès lors que tu me considères comme une personne cupide et égocentrique, et que mon comportement te répugne tant. » Olivier s'est humecté les lèvres, nerveusement. Son plan machiavélique était en train de s'enrayer. « Mais on pourrait encore rattraper le coup. Si tu fais un petit pas en direction de ma mère, et si on arrive à trouver un compromis honnête. » Un compromis du genre de celui-ci, Olivier? Valérie a sorti, de la liasse, le fameux brouillon de la demande de divorce, et elle le lui a glissé sous le nez. Le visage du mari est passé par toute une palette d'émotions intenses, la stupeur, puis la terreur, et enfin, la fureur. « Où as-tu trouvé ça? » Ça traînait au beau milieu de tes affaires. Juste à côté de tes fausses attestations de revenus, destinées à duper la banque. Olivier a bondi de son canapé, et il a cherché à arracher brutalement le papier des mains de sa femme. « Rends-moi ça tout de suite. Ce sont mes documents personnels. » Personnels, vraiment? Une requête de divorce à mon encontre, tu trouves que c'est un document qui ne concerne que toi? Olivier a réalisé que toute tentative de dénégation serait vaine. Il s'est rassis lourdement, et il s'est frotté vigoureusement le visage. « C'est toi qui m'as poussé à bout, Valérie.
C'est uniquement à cause de ta radinerie maladive que j'ai été contraint d'employer les grands moyens. Les grands moyens, dis-tu? Faire de faux papiers, et commettre des escroqueries financières, tu appelles ça utiliser les grands moyens? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Tu refuses de me prêter cet argent. Valérie a regardé son époux, et elle a vu un inconnu. Le garçon honnête et attentionné, qu'elle croyait avoir épousé 5 ans plus tôt, avait complètement disparu. Ou peut-être, après tout, n'avait-il jamais réellement existé, que dans son imagination. Laisse-moi récapituler, Olivier. Tu as falsifié des documents, tu as escroqué ta banque, tu as secrètement planifié de demander le divorce, pour m'extorquer la moitié de mon patrimoine. Et après tout ça, tu as le culot de rejeter toute la faute sur moi? Si tu t'étais comportée comme une véritable épouse digne de ce nom, personne n'aurait eu besoin d'en arriver là. À cet instant précis, le téléphone portable a retenti. Le nom de Thérèse s'affichait en lettres majuscules sur l'écran. Olivier, mon garçon, alors, comment s'est passée cette fameuse discussion, a claironné la voix de sa mère, au bout du fil. Olivier a activé le haut-parleur, cherchant visiblement à obtenir le soutien moral de sa génitrice. Maman, c'est mort, elle ne veut rien savoir. Pire, elle a fouillé dans mes affaires, elle a découvert le brouillon du divorce, et elle m'a piqué une crise. Ah, je vois le genre. Mademoiselle se permet d'aller fouiner dans les affaires privées des autres. Mon petit Olivier, voilà une atteinte caractérisée à ta vie privée. Tu as là un excellent motif pour appuyer ta procédure de divorce. Valérie écoutait cet échange surréaliste, et elle mesurait l'ampleur du complot dont elle faisait l'objet. La mère et le fils opéraient comme un véritable syndicat du crime. Dites-moi, Thérèse, a-t-elle alors lancé, d'une voix suffisamment forte pour être bien entendue, êtes-vous au courant que votre cher fils fabrique de faux documents, pour obtenir des crédits bancaires? Un silence de plomb a pesé, à l'autre bout de la ligne. Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler, a fini par bredouiller la belle-mère. Mais si, voyons. Je parle des fiches de paie trafiquées, des tampons d'entreprises fantômes. Olivier, chérie, de quoi est-ce qu'elle parle, au juste? Olivier s'est empressé de désactiver le mode haut-parleur, et il a plaqué le téléphone contre son oreille. Maman, je te rappelle un peu plus tard. Il a raccroché sèchement, et il a fusillé sa femme d'un regard chargé de haine. Et maintenant, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Tu vas courir au commissariat de police, c'est ça? Et qu'est-ce qui m'en empêcherait, à ton avis? Le fait que nous soyons unis par les liens du mariage, pardi. La loi interdit à une épouse de témoigner à charge contre son propre mari. Valérie n'a pas pu réprimer un sourire narquois. Olivier avait une connaissance très limitée, et bien pratique, des textes de loi. Cette fameuse règle ne s'applique que devant un tribunal, mon pauvre Olivier. Et elle ne fonctionne que si l'épouse refuse délibérément de témoigner. En revanche, au commissariat, je suis parfaitement libre de raconter, dans les moindres détails, tout ce que j'ai découvert. Olivier est devenu blême. Ce détail juridique lui avait, de toute évidence, totalement échappé. Valérie, s'il te plaît, n'en fais rien. On doit pouvoir s'arranger. C'est trop tard, Olivier. Beaucoup trop tard. Durant les jours suivants, l'air de l'appartement est devenu irrespirable. Olivier traînait sa silhouette sombre, plus lugubre qu'un jour de tempête, et il passait son temps à chuchoter au téléphone avec sa mère. Valérie veillait à ne jamais se retrouver seule avec lui, redoutant, à juste titre, une réaction imprévisible et violente de sa part. Le lundi matin, alors que Valérie s'apprêtait à partir travailler, quelqu'un a frappé à la porte. Sur le palier se tenait sa voisine, Madame Martin, une dame d'un certain âge, qu'elle se contentait habituellement de saluer poliment, sans jamais chercher à lier d'amitié. « Bonjour Valérie, auriez-vous une petite minute à m'accorder ?» Valérie l'a fait entrer dans l'entrée, se demandant bien ce qui pouvait justifier une visite aussi matinale. « Écoutez, je suis très gênée d'être là, mais c'est votre belle-mère, Thérèse. Elle m'a chargée de vous transmettre un message. »
Valérie a senti la colère monter en elle. Sa belle-mère en était réduite à impliquer les voisins, pour faire pression sur elle. Et quel était ce fameux message, exactement? Eh bien, elle m'a raconté que vous traversiez une crise conjugale à cause d'une question d'argent, et que vous refusiez de venir en aide à votre propre famille, alors qu'ils sont dans une situation critique. Madame Martin avait l'air terriblement embarrassée. Elle ne maîtrisait manifestement pas les tenants et les aboutissants du conflit. Je vous en prie, Valérie, je ne souhaite aucunement m'immiscer dans vos affaires, mais Thérèse avait l'air tellement désespérée. Elle m'a affirmé, en pleurant, qu'Olivier risquait de finir derrière les barreaux, à cause de ses dettes. Soyez rassurée, Madame Martin, Olivier ne finira pas en prison. Il ne s'agit là que d'un litige de nature civile. Certainement, mais avouez que c'est une situation fort fâcheuse. Tout le voisinage commence à jaser, vous savez. Valérie a saisi la manœuvre. Thérèse avait lancé une vaste campagne de désinformation, afin de la salir auprès de tout le voisinage, en diffusant une version tronquée des événements. Dites-moi, Madame Martin, que vous a-t-elle raconté d'autre, au juste? Elle m'a dit que vous veniez d'hériter d'une fortune colossale, mais que vous refusiez, par avarice, d'aider votre pauvre mari à régler ses dettes. Et que cela risquait, à terme, de détruire votre foyer. Je vois. Et par le plus grand des hasards, vous a-t-elle également précisé que son fils avait contracté toutes ses dettes, dans mon dos, en imitant ma signature? La voisine a scié, totalement prise au dépourvu. Ah, non, ça, elle s'est bien gardée de me le dire. Vous a-t-elle également raconté qu'il préparait en secret une procédure de divorce, pour s'approprier la moitié de mon héritage? Grand Dieu, non, Valérie, j'ignorais tout de cela. Thérèse m'avait juré que ce n'était qu'une simple crise d'avarice, de votre part. Valérie a soupiré. Sa voisine n'était qu'un pion manipulé sur l'échiquier de sa belle-mère. Madame Martin, je sais bien que vous êtes venue me parler avec de bonnes intentions, mais croyez-moi, il est toujours préférable de se tenir à bonne distance des querelles familiales. Une fois sa voisine repartie, Valérie s'est demandé combien d'autres personnes avaient pu être embobinées par les discours venimeux de Thérèse. Sa belle-mère avait visiblement pour projet de faire d'elle le paria du quartier. Et ses soupçons se sont tragiquement confirmés, dès la pause de midi. Sur son lieu de travail, une de ses collègues, Céline, avec laquelle elle entretenait d'excellentes relations, a abordé le sujet avec beaucoup de précaution. Valérie, je déteste me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais figure-toi que ta belle-mère a eu le culot de m'appeler au téléphone. Valérie a poussé un gémissement intérieur. Les tentacules de Thérèse s'étendaient jusqu'à son travail. Et qu'est-ce qu'elle t'a chanté, comme histoire? Eh bien, elle disait qu'elle s'inquiétait énormément pour son fils. Que ce dernier croulait sous les dettes, et que tu refusais obstinément de l'aider. Elle prétendait que vous étiez sur le point de divorcer, à cause de ça. Dis-moi, Céline, est-ce qu'elle a eu l'honnêteté de t'avouer que ces fameux problèmes d'argent étaient le résultat direct d'une vaste arnaque? Une arnaque? Mais de quoi parles-tu, Valérie? Valérie s'est rendue compte qu'elle n'aurait d'autre choix que de déballer publiquement tout le linge sale de sa famille. Olivier a fabriqué de faux documents bancaires pour pouvoir souscrire un emprunt. Il a imité ma signature, sans même m'en parler. Et maintenant, il exige, sous la menace, que je rembourse les conséquences de ses propres escroqueries. Céline l'a regardé, les yeux écarquillés par le choc. Tu es sérieuse? Mais ta belle-mère m'avait garanti que c'était juste un problème d'avarice, de ta part. Céline, pose-toi la question. Si ton propre mari imitait ta signature pour s'endetter jusqu'au cou, est-ce que tu serais d'accord pour payer la facture à sa place? La collègue a secoué la tête, d'un air pensif. Non, évidemment que non. Et qu'est-ce que tu comptes faire, maintenant, Valérie? Je n'en suis pas encore certaine. Mais une chose est sûre, je refuse de me laisser traiter de la sorte. Le soir même, en regagnant son domicile, Valérie est tombée nez à nez, devant le hall de l'immeuble, avec un nouveau comité d'accueil. Il s'agissait de deux hommes d'une cinquantaine d'années, dont les visages lui rappelaient vaguement de vieilles connaissances de son mari.
Vous êtes bien Madame Valérie Cresson, lui a demandé l'un d'eux, un homme un peu corpulent à la figure joviale. C'est exact. Permettez-moi de me présenter, je suis Serge, et voici mon collègue, Vincent. Nous travaillons tous les deux sur les chantiers, avec Olivier. Valérie s'est raidie. Voici venir une nouvelle tentative d'intimidation. Je vous écoute, messieurs. Eh bien, voyez-vous, Olivier est un ami cher, un collègue avec qui nous bossons depuis plusieurs années, et ça nous fend le cœur de le voir traverser une telle crise conjugale. Quel est le problème exact, qui vous préoccupe tant? Serge s'est dandiné d'un pied sur l'autre, visiblement très mal à l'aise. Ma foi, les bruits courent que ça serait lié à des problèmes de gros sous. Madame Cresson, nous n'avons aucunement l'intention de fourrer notre nez dans votre mariage, mais sachez qu'Olivier est vraiment un brave type. Ne pensez-vous pas qu'il mériterait un petit effort, de votre part? Êtes-vous seulement informés, messieurs, que votre fameux brave type s'adonne joyeusement à la fraude documentaire? Leurs visages se sont soudainement fermés. Quelle fraude? A interrogé Vincent, incrédule. Il a produit de fausses attestations de salaire, dans le but d'obtenir un crédit frauduleux. En France, messieurs, cela tombe sous le coup du code pénal. Les deux amis ont échangé un regard lourd de sens. On leur avait manifestement servi une toute autre version de l'histoire. Madame Cresson, ne pensez-vous pas qu'un arrangement à l'amiable soit encore possible? Olivier vit une période extrêmement difficile. Je peux vous assurer que ma situation n'est pas plus enviable que la sienne. Néanmoins, il est hors de question que je m'acquitte de dettes, qui sont le fruit de délits commis par un autre. Les deux hommes, comprenant que leur tentative de persuasion était un échec cuisant, ont pris congé, piteusement. Très bien, nous aurons au moins essayé. Si jamais la situation évolue, sachez que nous restons à votre disposition. Une fois débarrassée d'eux, Valérie est montée dans son appartement. Elle y a trouvé Olivier, en pleine discussion avec un inconnu. Cet homme, la cinquantaine, portait un costume de grand couturier. Il avait le regard froid, et l'assurance d'un prédateur. Valérie, laisse-moi te présenter Victor. C'est une vieille connaissance de ma mère. Ce nom a immédiatement fait tilt, dans l'esprit de Valérie. C'était l'investisseur véreux, grâce auquel Olivier avait réussi l'exploit de perdre 80 000 euros. Enchantée, a-t-elle glissé, sur un ton glacial. Victor s'est levé, et il lui a tendu une main parfaitement manucurée. Valérie, c'est un honneur. On m'a tellement parlé de vous. Thérèse se fait un sang d'encre pour l'avenir de votre couple. Tu m'étonnes. Vous savez, je me sens, d'une certaine façon, un peu responsable des turbulences que traverse votre foyer. Olivier a placé des fonds dans l'un de mes projets immobiliers, et pour l'heure, les bénéfices tardent à se matérialiser. Valérie étudiait l'individu, de la tête aux pieds. Son discours était rodé, sa voix posée, mais chaque syllabe puait le mensonge à plein nez. Et à quelle date approximative prévoyez-vous, enfin, un retour sur investissement? La conjoncture devrait nous être favorable, dans les tout prochains mois. Mais en attendant, un petit coup de pouce financier à votre famille serait, bien entendu, le bienvenu. Olivier a décoché un regard appuyé à sa femme. Valérie, Victor a la gentillesse de te proposer de t'associer à son affaire. À condition, bien sûr, d'y injecter une part de ton héritage. De m'associer à quelle hauteur, et surtout, dans quel type d'entreprise? Victor a sorti une plaquette luxueuse de son attaché-caisse. Elle mettait en valeur le projet pharaonique d'un futur centre commercial. Il s'agit d'un complexe de haut standing, situé en plein cœur de la capitale. La rentabilité est estimée à près de 50% par an. Nous sommes actuellement en phase de recrutement, pour dénicher des partenaires financiers sérieux. Valérie a feuilleté la fameuse brochure. Les illustrations provenaient manifestement de banques d'images libres de droit. Le texte, lui, était un ramassis de clichés, pompés sur des dépliants d'agences de communication. Et où se situe, géographiquement parlant, ce projet immobilier d'envergure? Pour l'instant, c'est un secret industriel jalousement gardé.
Mais je peux vous garantir, sur l'honneur, que le dossier a été validé par les plus hautes sphères de l'État. Valérie a immédiatement compris à qui elle avait affaire, un vulgaire escroc à la petite semaine, spécialisé dans l'extorsion de fonds auprès de cibles vulnérables. C'est très aimable à vous, mais je ne suis absolument pas intéressé par de tels montages financiers. Le visage affable de Victor s'est subitement durci. Ne prenez pas de décision hâtive, Valérie. Votre mari a déjà engagé des capitaux considérables dans cette opération. Un apport de fonds supplémentaires est le seul moyen de garantir la récupération de sa mise initiale. J'ai dit non. Olivier s'agitait nerveusement sur le canapé. Valérie, fais un effort. Écoute ce monsieur, c'est un véritable homme d'affaires. C'est surtout un véritable charlatan, à ce qu'il me semble. Victor a rassemblé ses documents d'un geste sec, et il s'est levé d'un bond. Je regrette sincèrement que vous ne soyez pas en mesure d'apprécier une telle opportunité. Olivier, on se contacte demain. Sitôt la porte fermée, Olivier a fait les 100 pas dans le salon, cherchant désespérément à trouver les mots qui feraient mouche. Valérie, tu te rends compte de la bêtise que tu viens de faire? C'était notre chance inespérée de tout récupérer. Non, c'était l'occasion rêvée pour toi de dilapider le reste de mon argent. Tu vois le mal partout, pour toi, tout le monde est un escroc. Au vu des circonstances actuelles, les faits me donnent plutôt raison, tu ne trouves pas? Le jour suivant, les tensions ont atteint leur point de non-retour. Dès l'aube, Valérie a subi un harcèlement téléphonique en règle, orchestré par une armée de prétendus bienfaiteurs, voisins compatissants, anciens collègues d'Olivier, lointaines connaissances de sa belle-mère. Chacun y allait de son petit conseil moralisateur, l'exhortant à mettre la main au portefeuille pour sauver les apparences, et préserver la stabilité sacrée de son foyer. À la nuit tombée, Valérie était à bout de nerfs, au bord du précipice. Elle avait la sensation désagréable que le monde entier l'avait prise pour cible. Même la commerçante de son quartier la dévisageait d'un drôle d'air. Sans doute la réputation de « la bru avare » avait-elle déjà fait le tour du pâté de maison. Mais c'est le samedi matin que l'affaire a connu son apothéose. Valérie a été tirée de son sommeil, par des coups violents portés contre sa porte d'entrée. En ouvrant, elle est tombée sur un trio de choc, Olivier, Thérèse, accompagnée d'un homme inconnu, engoncé dans un costume de luxe. Ma petite Valérie, laisse-moi te présenter Maître Thomas, l'avocat attitré de notre famille, a déclamé la belle-mère, avec une solennité presque comique. Valérie a compris, en une fraction de seconde, que l'offensive finale venait d'être lancée. Entrez, a-t-elle glissé, le visage fermé. La petite troupe a pris d'assaut le salon. Maître Thomas, un homme bedonnant d'une 60aine d'années, a extrait une liasse de documents de sa luxueuse sacoche en cuir. Madame Cresson, j'ai pris le temps d'étudier votre contentieux familial, dans les moindres détails. Nous sommes venus vous soumettre une proposition, en vue d'une résolution amiable du conflit. Je suis tout oui. Monsieur Cresson s'engage formellement, par écrit, à renoncer à toute procédure de divorce, à la stricte condition que vous consentiez à lui virer, sur un compte joint, la somme forfaitaire d'1 million d'euros. Cette somme sera, bien entendu, destinée à purger le passif familial. Thérèse hochait la tête, arborant le sourire béat de la victoire. Olivier, de son côté, toisait sa femme avec l'arrogance d'un général, venant de remporter une bataille décisive. Et que se passera-t-il, si je repousse votre généreuse offre? L'avocat a ouvert sa pochette, et il a brandi, sous le nez de Valérie, un document fraîchement rédigé. En cas de refus de votre part, votre époux se verra dans l'obligation de saisir la justice. Nous disposons d'éléments concrets, et irréfutables, pour réclamer une part conséquente de la plus-value de votre bien immobilier. Valérie a saisi la plainte, et elle en a parcouru les lignes. Olivier osait exiger la moitié du produit de la vente de l'appartement. Il osait prétendre, noir sur blanc, qu'il s'était impliqué physiquement, et financièrement, dans les travaux de remise à neuf. C'est fascinant. Puis-je savoir quelles preuves matérielles vous comptez avancer, pour justifier la prétendue participation d'Olivier à ces rénovations? L'avocat a exhumé un second dossier, bien plus épais.
Nous avons des attestations de témoins sous serment, des factures d'achat de matériaux de construction, ainsi que des clichés montrant l'évolution des chantiers. Valérie a survolé les pièces jointes. Les tickets de caisse puaient la contrefaçon à des kilomètres, les photos avant-après semblaient avoir été téléchargées sur une banque d'images, et quant aux fameux témoins, il ne faisait aucun doute qu'ils avaient été rémunérés pour fournir un témoignage de complaisance. Dites-moi, maître Thomas. Vos clients vous ont-ils précisé, lors de vos entretiens, qu'Olivier était passé maître dans l'art de falsifier des fiches de paie, pour obtenir des crédits à la consommation? Le visage de l'avocat s'est crispé. J'ignore totalement de quoi vous parlez, madame. Je vous parle de faux et usage de faux, d'usurpation d'identité, et de cachets d'entreprise montés de toutes pièces. Thérèse s'est levée d'un bond, crachant sa fureur. Ça suffit, Valérie. Tes accusations délirantes dépassent l'entendement. Mon fils est un homme foncièrement honnête. Un homme honnête ne forge pas la signature de son épouse, et il ne prépare pas un divorce dans son dos, pour la dépouiller. La belle-mère était littéralement hors d'elle. Ses yeux sortaient de leurs orbites. Tu vas la fermer, à la fin? Nous t'offrons une opportunité en or de sauver la face, et tu te comportes comme une petite bourgeoise capricieuse et égoïste. Vous appelez ça une opportunité? Vous me braquez, avec la menace d'un divorce, pour me racketter d'1 million d'euros. Dans mon jargon, ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Olivier a tenté de calmer le jeu. Valérie, redescends sur terre. Pense à toutes ces années que nous avons partagées. J'y pense constamment. Et je réalise que notre mariage a pris fin, à la seconde même où tu as apposé une fausse signature en bas d'un contrat de prêt. Thérèse a explosé. La cocotte minute venait de céder. C'est terminé, Olivier. Ouvre les yeux, regarde donc le monstre que tu as épousé. Une petite peste ingrate, radine à en crever, et dépourvue du moindre sentiment humain. Elle s'est mise à arpenter le salon de long en large, gesticulant comme une forcenée. Moi, j'ai trimé comme une bête de somme à l'usine, pendant 30 longues années. 30 ans de labeur acharné, pour financer ses études, et faire de lui un homme respectable. Et voilà que cette créature s'imagine que nous ne sommes rien pour elle. Valérie observait la crise de nerfs de sa belle-mère, avec un détachement quasi clinique. Le vernis de la respectabilité venait d'éclater en 1000 morceaux, exposant au grand jour la véritable nature de cette mégère, obsédée par le contrôle et par l'argent. Calmez-vous, Thérèse. Personne, à ma connaissance, ne vous a jamais mis un pistolet sur la tempe, pour vous obliger à aller pointer à l'usine. Personne ne m'y a obligé. Et qui allait se taper le sale boulot de l'élever, cet enfant? Qui allait payer pour ses fringues, sa nourriture, ses jouets de Noël? Ses parents, j'imagine. Comme c'est la coutume. Thérèse s'est figée, et elle a planté son regard venimeux dans celui de sa belle-fille. Ses parents? Je suis son parent. Son seul et unique parent. Ce lâche de père a pris la fuite, en nous abandonnant à notre triste sort, quand Olivier n'avait que 3 ans. C'était bien la première fois que Valérie entendait cette version des faits. Jusqu'à ce jour, Olivier lui avait toujours raconté que son père avait succombé à une longue maladie. Et aujourd'hui, l'heure est venue de me rendre la monnaie de ma pièce, a vociféré Thérèse, crachant presque ses mots. J'ai élevé ce garçon à la sueur de mon front, j'ai sacrifié ma jeunesse et mon argent pour lui, et j'estime avoir droit à un juste retour sur investissement. Maman, par pitié, calme-toi, a imploré Olivier, tentant vainement de la raisonner. Je n'en ai que faire, de tes appels au calme. La belle-mère était en pleine crise de démence, furieuse de ne pas parvenir à extorquer l'argent, provenant de la vente de l'appartement. Plongée dans un état second, aveuglée par la rage, elle a commencé à saisir divers bibelots sur les étagères, pour les fracasser violemment contre le sol. Tu as le devoir de nous aider. C'est un devoir moral, tu m'entends? Tu nous le dois. Olivier s'est interposé pour la ceinturer, mais elle l'a repoussé avec une force insoupçonnée, et elle a repris son entreprise de démolition. Maman, arrête ce massacre. Tu vas réveiller tout l'immeuble.
Je m'en contrefous de tes voisins. Ils sauront tous, enfin, quel genre de garce tu as ramené à la maison. Valérie a compris que la situation dérapait dangereusement. Thérèse frôlait la crise de folie furieuse. Thérèse, si vous ne cessez pas immédiatement ce scandale, j'appelle les urgences psychiatriques. Les urgences? Je vais t'en donner, moi, des urgences. Dans un accès de rage, la belle-mère s'est emparée d'un lourd vase en cristal, posé sur la table, et elle l'a brandi au-dessus de sa tête, prête à fracasser le crâne de sa belle-fille. « Maman, n'y pense même pas », a hurlé Olivier, en se jetant sur elle pour la désarmer. C'est à cet instant précis que le drame s'est noué. En essayant d'arracher le vase des mains de sa mère, Olivier l'a bousculé violemment. Thérèse a perdu l'équilibre, elle a vacillé, et s'est effondrée de tout son poids, heurtant durement le rebord de la table basse. « Mon bras ! Aïe, mon bras !» a-t-elle poussé un cri strident. « Mais qu'est-ce que tu viens de faire, Olivier, espèce d'idiot ?» Tout le monde s'est précipité vers la victime gémissante. L'avocat fouillait frénétiquement dans son sac, cherchant un quelconque remontant. Olivier s'efforçait de relever sa mère. « Maman, comment tu te sens ? » « J'ai terriblement mal. Je crois que mon bras est cassé. » Thérèse se tenait le poignet, le visage tordu dans une grimace de douleur exagérée. « Il faut contacter le SAMU au plus vite », a suggéré Valérie. « Pas question », a rétorqué la belle-mère, avec une vivacité surprenante. « Je refuse de voir le moindre médecin. » Olivier tournait en rond, paniqué. « Maman, sois raisonnable, on devrait quand même faire une radio. » J'ai dit non. « Olivier, aide-moi à descendre et ramène-moi chez moi. Je m'occuperai de ça toute seule. » Valérie assistait à ce numéro d'actrice, et elle avait parfaitement saisi que sa belle-mère simulait. L'amplitude des mouvements de son soi-disant bras cassé était bien trop grande pour être crédible. « Thérèse, si vous souffrez d'une véritable fracture, une prise en charge hospitalière est impérative. »« Garde tes conseils pour toi, petite sotte », a craché la belle-mère. « Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. » Maître Thomas rassemblait ses précieux documents à une vitesse record, visiblement très pressé de s'extirper de ce guêpier. « Maître Thomas, et pour notre procédure, comment fait-on » l'a interpellé Olivier. « Passez-moi un coup de fil demain, nous ferons le point à tête reposée. » Après la fuite peu glorieuse de l'homme de loi, Olivier a soutenu sa mère jusqu'à sa voiture. Depuis la fenêtre du salon, Valérie a pu observer Thérèse qui, ayant mystérieusement oublié la douleur fulgurante de sa fracture, gesticulait dans tous les sens avec ses deux bras, pour donner ses consignes à son fils. Une heure plus tard, Olivier a fait son retour à l'appartement. Il avait le visage fermé, marqué par une rage sourde, et il semblait gonflé à bloc. « C'est bon, Valérie, la comédie a assez duré. Nous sommes bien d'accord. Le spectacle est terminé. C'est à cause de tes caprices que ma mère va finir sur un lit d'hôpital. Ta mère n'a besoin de personne pour se mettre dans tous ses états. Elle est l'unique responsable de sa propre hystérie. Tout ça, c'est uniquement à cause de ta radinerie maladive. À cause de ton refus catégorique de soutenir ta propre famille, quand elle est dans le besoin. » Olivier s'est avancé, jusqu'à se retrouver à quelques centimètres du visage de sa femme. Ses pupilles étaient dilatées par la colère. « C'est ma toute dernière sommation. Vas-tu, oui ou non, nous transférer cet argent ? » Jamais de la vie. Alors prends ça. Il a violemment saisi le bras de sa femme, et il a exercé une torsion brutale. Valérie a entendu un craquement sourd, parfaitement distinct, suivi d'une décharge de douleur fulgurante, qui lui a traversé le poignet. « Il vient de me fracturer le bras pour venger sa petite maman », a-t-elle réalisé avec effroi. Olivier a soudainement lâché son étreinte, et il a fait un pas en arrière. La terreur se lisait désormais sur son visage. Il n'avait, de toute évidence, pas mesuré la violence de son geste. « Valérie, pardonne-moi, je ne voulais pas en arriver là. C'est toi, tu m'as poussé à bout. » Valérie serrait son membre meurtri contre sa poitrine, et elle foudroyait son mari du regard.
La douleur physique était intense, certes, mais la fureur qui bouillonnait en elle était 1000 fois plus puissante. Dans moins d'un quart d'heure, vous regretterez tous les deux, du plus profond de votre âme, le jour de votre naissance, a-t-elle juré intérieurement, en attrapant son téléphone d'une main tremblante. Olivier a très vite compris ce qu'elle s'apprêtait à faire. Valérie, je t'en supplie, repose ce téléphone. On peut encore discuter calmement. Mais c'était trop tard. Valérie venait tout juste de composer le numéro de son grand frère. Hugo, c'est Valérie. J'ai un besoin urgent de ton aide. Mon mari vient de me casser le bras. À l'autre bout de la ligne, le silence s'est étiré, pesant et glacial. Tu peux répéter ça, s'il te plaît? Olivier m'a agressé. Je crois que j'ai le poignet fracturé. Tu confirmes l'adresse? Oui, j'y suis toujours. Valérie a coupé la communication, et elle a fixé son mari. Olivier était devenu aussi pâle qu'un linceul. Mais pourquoi fais-tu une chose pareille, Valérie? Bon sang, nous sommes une famille. Nous étions une famille, nuance. Hugo est arrivé sur les lieux, en un temps record de 12 minutes chrono. Il était accompagné d'une patrouille de police, sirène hurlante, ainsi que d'une ambulance des pompiers. C'était un homme d'une quarantaine d'années, grand, taillé en athlète, avec des traits rudes et un regard gris acier qui ne laissait rien passer. En découvrant sa sœur, prostrée, le bras en écharpe, il a dévisagé Olivier d'un œil noir. Je t'écoute. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Commandant, je vous jure que ce n'était pas intentionnel. Le ton est monté, je me suis emporté, et je n'ai pas maîtrisé ma force. C'est bien noté. Hugo a adressé un signe de tête imperceptible à ses collègues. 2 officiers en uniforme se sont immédiatement approchés d'Olivier. Monsieur Olivier Cresson, vous êtes placé en état d'arrestation, pour violence volontaire ayant entraîné une incapacité de travail. Vous avez le droit de garder le silence, et de faire appel à un avocat. Olivier a balbutié, tentant de s'expliquer. Commandant, écoutez-moi, on peut régler ça entre hommes, de façon intelligente. On ne réglera rien du tout. Tu viens de fracturer le bras de ma sœur. Fin de la discussion. L'urgentiste du SAMU a procédé à un premier examen du bras de Valérie, et a validé le diagnostic initial. C'est une suspicion de fracture fermée du radius. Une radiographie de contrôle est indispensable, avant la pose d'un plâtre. Valérie a pris la direction des urgences de l'hôpital, tandis qu'Olivier était menotté, et embarqué sans ménagement vers le commissariat le plus proche. Au moment de monter dans le fourgon cellulaire, il a tout de même trouvé le moyen de hurler. Valérie, reviens à la raison. Ne détruis pas notre mariage pour si peu. Aux urgences, l'imagerie médicale est venue confirmer la fracture. L'orthopédiste lui a posé un solide plâtre en résine, et lui a délivré un certificat médical détaillé, constatant les lésions, document indispensable pour le dépôt de plainte pénale. Vous en avez pour 1 mois et demi d'immobilisation complète, l'a averti le chirurgien. Et n'oubliez surtout pas les visites de contrôle régulières. À sa sortie de l'hôpital, Valérie a pris un taxi pour se rendre directement au commissariat de quartier, où Hugo, son frère, l'attendait de pied ferme. Comment va ton bras? C'est bel et bien une fracture? Le médecin m'a prescrit 6 semaines de plâtre intensif. Tu confirmes ton intention de porter plainte? Évidemment. Hugo a escorté sa sœur jusqu'au bureau de l'officier de police judiciaire. Le commandant Perrin, un fonctionnaire grisonnant, d'une 50aine d'années, au visage marqué par la fatigue, a écouté le récit glaçant de Valérie, avec une grande attention, en consignant méticuleusement les moindres détails de l'agression. Si je résume, le mobile de l'altercation était de nature purement financière. Votre conjoint a tenté d'utiliser la contrainte physique, pour vous forcer à lui céder le capital, issu de la vente de votre héritage, dans le but d'éponger ses propres dettes. C'est bien cela? C'est un résumé parfaitement exact, commandant. Y a-t-il des témoins directs, qui auraient assisté à l'agression? Non.
L'avocat et sa mère venaient tout juste de quitter les lieux. Nous étions seuls dans l'appartement. L'inspecteur a fait signer la déposition et a officiellement ouvert une procédure pénale pour violence volontaire sur conjoint. Une infraction lourdement sanctionnée, passible de plusieurs années d'emprisonnement ferme. Le soir même, Thérèse, paniquée, a fait irruption chez Valérie. Miracle de la médecine moderne, son bras prétendument brisé, avait recouvré toute sa mobilité. « Mais qu'as-tu fait, misérable folle ? Mon pauvre Olivier croupit en prison. » « Il est simplement en garde à vue, pour être précise, » a rectifié Valérie, d'un ton glacial. « C'est du pareil au même. Mon fils est enfermé derrière des barreaux de fer, et tout ça, c'est uniquement de ta faute. » La belle-mère a usé de tous les stratagèmes, larmes de crocodile, jérémiades, puis menaces ouvertes, pour finalement proposer de racheter le retrait de la plainte, à prix d'or. « Je te donnerai tout ce que je possède. L'intégralité de mes économies d'une vie. Mais je t'en supplie, annule cette fichue plainte. Il est beaucoup trop tard, Thérèse. La machine judiciaire est en route, l'enquête pénale a déjà débuté. Mais on peut toujours trouver un petit arrangement sous la table. Payer un juge, donner un petit dessous de table aux flics. » Valérie a posé un regard implacable sur cette femme désespérée. « Je vous en prie, tentez le coup. Sachez juste qu'en France, la tentative de corruption d'un agent public est un délit, puni par le code pénal. » Incroyable mais vrai, Thérèse a réellement essayé de soudoyer un officier. Dès le lendemain matin, elle s'est présentée au commissariat central, où travaillait Hugo, avec une épaisse enveloppe, bourrée de billets de banque. « Commandant, ne pourrions-nous pas étouffer l'affaire discrètement ? Olivier est un bon garçon au fond, il a juste perdu les pédales un bref instant. » Hugo, impassible, a fait signe à ses collègues de l'accueil, et il a rédigé le procès-verbal d'arrestation. « Madame, je vous notifie votre placement immédiat en garde à vue, pour tentative de corruption active, sur personne dépositaire de l'autorité publique. » La belle-mère a dû endurer 3 longues journées de cellule, avant qu'un juge n'accepte de la remettre en liberté, sous contrôle judiciaire. Mais ce n'était là que la partie visible de l'iceberg. Le plus fascinant restait encore à découvrir. Lors de la perquisition minutieuse du domicile d'Olivier, les enquêteurs ont mis la main sur la caverne d'Ali Baba de la fraude, des dizaines de fausses fiches de salaire, établies sous de multiples identités, des tampons de sociétés totalement fictives, et un arsenal complet de faux documents, prêts à servir pour de nouvelles escroqueries. Ton cher mari, à ce qu'il paraît, est un véritable professionnel de l'escroquerie en bande organisée, a révélé Hugo, à sa sœur, quelques jours plus tard. Nos limiers ont déjà pu identifier la trace de 15 victimes distinctes. L'enquête a permis de mettre en lumière un véritable réseau mafieux, géré en famille. Depuis des années, Thérèse recrutait les cibles idéales, parmi son large cercle de connaissances du troisième âge. Olivier prenait ensuite le relais, fabriquant de faux justificatifs de revenus pour contracter, en leur nom, des emprunts à la consommation, dont il empochait les bénéfices nets. Quant au fameux Victor, le soi-disant investisseur providentiel, il n'était qu'un vulgaire homme de paille. Sa véritable identité était Gérard Simon, un escroc notoire, déjà condamné à de multiples reprises par la justice. La mécanique, bien huilée, fonctionnait à merveille. Olivier montait des dossiers de crédit frauduleux, en usurpant l'identité de personnes âgées, et il s'enfuyait avec le butin. Les pauvres retraités ne prenaient conscience du drame que lorsque les huissiers de justice frappaient à leur porte. Le préjudice financier global est estimé à environ 3 millions d'euros, a conclu Hugo. L'instruction pénale a duré 4 longs mois. Pendant ce laps de temps, Valérie a pu faire prononcer son divorce aux torts exclusifs, liquider ses biens matrimoniaux, et poser les premières pierres de sa nouvelle existence. Le tribunal de grande instance a finalement condamné Olivier à une peine sévère, de 4 ans de prison ferme, pour escroquerie en bande organisée, usurpation d'identité et faux en écriture. Sa mère, Thérèse, a écopé de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, pour complicité active et recel de fonds frauduleux. Mais la cerise sur le gâteau, c'est incontestablement le volet des réparations civiles,
lui a annoncé son frère, en lui remettant la copie intégrale du jugement. Pour réparer l'immense préjudice moral subi, pour indemniser les violences physiques ayant entraîné la fracture, et pour sanctionner l'utilisation frauduleuse de ses données personnelles dans ce réseau mafieux, Valérie s'est vue octroyer, par le juge, des dommages et intérêts s'élevant à 250 000 €. Le virement sera effectif sur ton compte bancaire, d'ici une petite trentaine de jours, lui a confirmé son avocat. Valérie contemplait l'horizon, accoudée à la fenêtre de son nouveau logement. Elle avait acquis ce charmant appartement, de 3 pièces, niché dans un quartier résidentiel très paisible de la ville, grâce à l'argent de son héritage providentiel. L'endroit était à son image, sobre, élégant, et réconfortant. Aucun spectre de sa vie passée ne venait hanter ces lieux, et rien ne rappelait le naufrage de son mariage. 6 mois plus tard, elle a reçu un courrier, affranchi depuis le centre pénitentiaire. Olivier lui écrivait, sur plusieurs pages, qu'il regrettait amèrement ses erreurs passées, et il implorait son pardon le plus sincère. Valérie a survolé la lettre d'un œil distrait, puis elle l'a jetée, directement, dans la poubelle de la cuisine, sans même prendre la peine d'y répondre. Il existe des erreurs qui, par leur nature même, ne sauraient être pardonnées. Et certaines personnes ne méritent tout simplement pas qu'on leur accorde une seconde chance. Tante Babette avait vu juste, depuis le début. Un héritage, ça s'utilise avec une grande sagesse. Et c'est exactement le chemin que Valérie avait choisi de suivre.